Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. Au deuxième jour du sommet Transform Africa qui se tient à Conakry en Guinée, mercredi dans la soirée, le président de la République Paul Kagame a présidé la 12e réunion du conseil d'administration du Smart Africa Institute consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et aux travaux en cours de la Smart Africa Alliance. Le chef de l'État a souligné que la collaboration entre les gouvernements et les partenaires au développement est essentielle à la création d'une économie dynamique axée sur la technologie. Le président Kagame et son homologue guinéen Mamadi Doumbouya ont visité le stand consacré aux initiatives technologiques innovantes dans le pays dans ce sommet Transform Africa 2025. Le directeur général de l'Agence rwandaise des technologies de l'information et de la communication, Antoine Sebera, a insisté sur l'importance de la collaboration pour le progrès technologique et la construction d'un avenir durable pour l'Afrique. Alors que se poursuit la COP 30 au Brésil, la ministre rwandaise de l'Environnement, Bernadette Alakwiye, qui représente le Rwanda, a participé à une réunion consacrée au plan visant à accroître le financement des programmes de protection et du climat. La COP 30 est une conférence internationale organisée par l'Organisation des Nations Unies qui se déroule du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, dans le nord du Brésil. Plus de précisions avec Patrick Nyelitandi. L'adoption du bilan mondial accord de Paris lors de la COP28, la COP30 vise à traduire ces constats en plan d'action concret. Chaque pays doit présenter une nouvelle feuille de route climatique plus ambitieuse, alignée sur l'objectif de limiter les réchauffements à 1,5 degré Celsius. Lors de la 30e conférence de partie COP30 sur le changement climatique qui se tient à Belém au Brésil, la ministre rwandaise de l'Environnement, Bernadette Alapo, a participé à une réunion consacrée au plan visant à accroître le financement des programmes de protection du climat. Cette initiative du Commonwealth appelle les pays à mobiliser 1300 milliards de dollars pour protéger les populations, les économies et l'environnement. Ces discussions ont eu lieu alors que le Rwanda a annoncé officiellement sa stratégie révisée des protections et des résiliences face au changement climatique. La conférence des Belém de 2025 sur le changement climatique, ou COP30, est une conférence internationale organisée par l'Organisation des Nations Unies qui se déroule du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, dans le nord du Brésil, capitale de l'État des Pará au sein de l'Amazonie. En ce moment, la 53e réunion des commissaires généraux des autorités fiscales de l'Afrique de l'Est se tient au Kigali Convention Center. Cette rencontre vise à promouvoir l'innovation technologique et la coopération régionale afin de faciliter le commerce et d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales et douanières dans la région. Le commissaire général de l'autorité rwandaise des recettes, Ronald Niwenchuti, a indiqué que cette réunion a pour objectif d'examiner les moyens de renforcer la collaboration entre les pays de la région, d'améliorer la gestion fiscale et douanière et de tirer profit des nouvelles technologies. Les discussions portent également sur les progrès réalisés dans le commerce transfrontalier, les défis liés à l'évasion fiscale, le partage d'expériences en matière de collecte des impôts, l'échange d'informations, l'harmonisation des politiques et des réglementations fiscales, ainsi que le renforcement du contrôle aux frontières pour lutter contre la contrebande. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Godfrey Kabela, a pour sa part souligné que les pays de la région continuent de faire face à des défis liés au faible nombre de contribuables enregistrés, ce qui limite encore la croissance du produit intérieur brut. Il a toutefois salué les avancées significatives rendues possibles grâce aux recettes fiscales, notamment dans le développement des infrastructures. Il a appelé les administrations fiscales à renforcer leur coopération, en particulier dans le cadre du marché commun de la communauté d'Afrique de l'Est, estimant que cette réunion constitue une opportunité pour consolider davantage cette collaboration. Monsieur
Kabila a rappelé que ces dernières années, la communauté d'Afrique de l'Est a franchi des étapes importantes, notamment grâce à une coopération politique accrue et à une meilleure coordination dans la gouvernance économique. Il a indiqué que le produit intérieur brut de la région a enregistré une croissance de 13,8% sur la période 2024-2025, témoignant de la vigueur et de la résilience de son économie. Cette réunion de 2 jours réunit les représentants des administrations fiscales du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, de Zanzibar, de l'Ouganda, du Kenya, du Soudan du Sud et de la Somalie. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, est arrivé à Djibouti afin d'assister à la 2e commission mixte ministérielle entre le Rwanda et Djibouti. Cette instance permet de faire le point sur la mise en œuvre des accords existants et de renforcer les efforts visant à approfondir la coopération bilatérale. Et l'ambassade du Japon au Rwanda, en collaboration avec le Centre culturel francophone du Rwanda, organise un festival de cinéma japonais qu'elle considère comme une avancée majeure pour l'industrie cinématographique internationale. Yuta Moriguchi, directeur des politiques, de la gouvernance et de la communication à l'ambassade du Japon au Rwanda, a affirmé que ce festival, qui suscite de grandes attentes, est un véritable reflet de la culture japonaise. Le Japon partage beaucoup d'aspects, mais au niveau culturel, la France vraiment attache une grande importance à la culture. Mais voilà pourquoi aussi ici on a inauguré le Centre culturel francophone du Rwanda en 2021. Et on collabore depuis parce que nous aussi nous attachons une importance particulière à la culture japonaise, surtout à l'animation et aussi au film japonais. Donc on est ici pour promouvoir la valeur de la culture. Et la culture là, c'est quelque chose qu'on vit dans nos vies quotidiennes. Donc que vous soyez français, japonais, rwandais, vous pouvez venir ici pour profiter de la culture. Aurélie Rouillet-Gounin, l'ambassadrice de France au Rwanda, a souligné les nombreux points communs entre le cinéma japonais et le cinéma français. Ce festival qui se tiendra au Rwanda sera donc l'occasion d'un partage d'expériences culturelles entre les 3 pays. La France et le Japon sont 2 nations de cinéma. Nous avons des pays où il y a une production de films importante et puis un public surtout. Les Français comme les Japonais aiment et soutiennent le cinéma. Donc c'était assez naturel pour nous de travailler avec nos collègues de l'ambassade du Japon. C'est pas la première fois, il y a déjà eu à 2 reprises des projections de films japonais ici au Centre culturel francophone. Notamment le dessin animé Le Voyage de Chihiro, qui est un très grand classique, et on était heureux de pouvoir le mettre à disposition aussi des enfants au Rwanda, parce que c'est un très beau film, très poétique et très instructif. Donc on était heureux de cette collaboration. Et là, on a cette année proposé que le festival du film japonais, s'est entendu avec nos partenaires japonais pour que le festival du film ait lieu ici, parce que c'est un lieu qui est déjà connu du public rwandais pour le cinéma. Les enfants incarcérés à la prison pour mineurs de Nyagatare ont apprécié le programme qui leur permet de poursuivre leurs études pendant leur détention et affirment que leur vie conserve un sens même après leur libération. Le ministère de l'Éducation a demandé aux parents de rester proches de leurs enfants car même après leur incarcération, la vie continue. Plus de précisions avec Patrick Nyeledadi. Ils font partie d'une famille comme les autres, mais les tribunaux les ont condamnés pour des crimes commis. Les pensionnaires de la prison pour mineurs de Nyagatare ont tous été condamnés pour un délit. Ce sont des enfants âgés de 14 à 18 ans. Ils sont punis, mais passent la majeure partie de leur temps à l'école. À l'entrée de la prison, Arabi a découvert des salles de classe et dans une de ces salles, il y avait une dizaine de détenus. En uniforme, les prisonniers sont assis devant un enseignant et étudient normalement, y compris ceux qui préparent les examens d'État. Ils reçoivent un enseignement général, primaire et secondaire,
ainsi que des formations professionnelles. Ces enfants, bien que confiants après leur placement au centre correctionnel, poursuivent leurs études. Nombre d'entre eux arrivés dans cette prison ont commis des délits tels que des voies de fait, vol et viol. Pourtant, ils figurent parmi les meilleurs élèves aux examens d'État. Ces enfants reçoivent des visites les mercredis, samedis et dimanches. Cependant, certains parents ignorent leur présence au centre correctionnel et ces derniers se retrouvent sans ressources. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, Irere Claudette, exhorte les parents à assumer pleinement leurs responsabilités envers les enfants. Un enfant peut passer jusqu'à 10 ans dans cette prison. Auparavant, lorsqu'il réussissait aux examens d'État, certains étaient libérés temporairement. D'autres étaient graciés et poursuivaient leurs études secondaires à l'extérieur, obtenant un certificat. Actuellement, un enfant peut terminer son école primaire dans cette prison et poursuivre ses études secondaires. Cependant, s'il termine une année, il est immédiatement libéré à l'extérieur. En revanche, s'il termine ses études, mais que sa période correctionnelle n'est pas encore terminée, il ne sera libéré qu'à la fin de celle-ci. Le ministère de l'Éducation leur fournit les mêmes ressources que toutes les autres écoles en termes de programmes, de matériel et autres. Leurs enseignants sont soit des détenus ayant suivi une formation en éducation et détachés d'autres prisons pour enseigner, soit des employés de l'administration pénitentiaire nationale. La prison pour mineurs de Niagatare est la plus grande du pays. Elle porte ce nom depuis 2012 et organise des examens d'État depuis 2019. Elle accueille 395 enfants, dont 16 filles. La scolarité de ces enfants est gratuite. Les objets qu'ils fabriquent ici, comme des chaises, des portes et autres, comprennent des choses dont leurs pères apprennent, mais il y a aussi des objets qui peuvent être vendus. Et ceux qui les fabriquent reçoivent 10% de bénéfices. Et toujours en parlant de justice, la présidente de la Cour suprême, Mokana Domitil, et certains responsables au sein de l'appareil judiciaire se sont rendus à la prison de Nialoudiengue pour rencontrer les prévenus et observer la mise en œuvre de programmes de négociation préalable approuvé depuis 2021 comme mode alternatif de justice au Rwanda. Ce programme a permis de traiter plus de 8000 affaires, dont plus de 5000 ont abouti et les prévenus ont réintégré la société. Les agressions et les coups et blessures représentent plus de 67% des affaires traitées par le système judiciaire rwandais. C'est pourquoi les personnes soupçonnées de ces infractions sont encore en attente de jugement. Ils sont donc encouragés à recourir à la négociation au préalable afin de faciliter leur retour rapide à la vie civile et de participer à un processus de justice réparatrice. Actuellement, au district de Nialoudiengue, plus de 100 affaires sont jugées et conclues par le biais de la négociation préalable. Et les experts dans le domaine du développement ont estimé que les défis relatifs à l'agriculture et à l'alimentation en Afrique sont multiples, complexes et interconnectés. Ils touchent à la fois la production, la distribution, la gouvernance et les conditions climatiques. C'est en tout cas le point de vue du parlementaire tchadien Issa Mardo Djabir. Échanger sur différentes thématiques qui concernent la nutrition, l'agriculture en Afrique, mais également les engagements pris par les parties prenantes de Malabo à Kampala. Et nous nous sommes arrêtés pour faire une évaluation pour dire que depuis Malabo 2013 jusqu'à 2025, les résultats ont été mitigés parce que les 10% n'ont pas pu être réalisés par les États membres et c'est pourquoi à partir de cette rencontre, il y a eu un engagement de Kampala qui va essayer de revoir les choses. Au lieu de 10%, il est prévu 100 milliards de dollars et qui seront justement
mis en œuvre par les États africains pour le développement de l'agriculture en Afrique. Et donc les parlementaires ont un rôle à jouer et c'est pourquoi nous sommes là dans le cadre de ces journées pour apporter notre contribution et voir dans quelle mesure les parlementaires peuvent aider à la réalisation de ces engagements. L'heure n'est plus au discours, mais l'heure est aujourd'hui à l'action. Et c'est pourquoi nous nous engageons auprès des gouvernements, auprès des autres partenaires pour réaliser cet objectif. En termes de résultats attendus, je crois que c'est encourageant. Toutes les parties prenantes se sont engagées. La volonté y est là. Et donc, nous pensons que pendant cette décennie, parce que l'engagement de Kampala commence en 2026 et finit en 2035. Et donc, pendant toute cette période-là, je pense que c'est une décennie qui va permettre à toutes les parties prenantes, à tous les États membres, de faire en sorte que ces engagements-là soient concrétisés et que nous puissions justement atteindre cet objectif. Le rôle du Parlement, il est connu, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, mais moi je suis de l'Afrique centrale. Je suis membre du Parlement. Et je crois que le Parlement peut jouer un rôle important, un rôle crucial dans l'élaboration, le vote des lois, dans le contrôle de l'action gouvernementale pour voir est-ce que ce qui a été prévu a été réellement mis en œuvre et pour quel résultat, dans l'augmentation du budget pour voir est-ce que vraiment le budget prévu est suffisant pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Mais le Parlement peut jouer aussi le rôle de plaidoyer, c'est-à-dire plaidoyer auprès de tous les partenaires pour qu'il y ait un financement accru. Et aussi le rôle du Parlement, c'est un rôle de représentation. Nous allons représenter la population, remonter les informations, sensibiliser la population pour vulgariser aussi les textes que nous prenons ici. Ça veut dire que le programme de Kampala pour qu'il y ait une meilleure compréhension. On a vu un pays bien organisé, un pays qui affronte les défis et un pays qui est ouvert à tout le monde. Et constatons que le Rwanda fait tout pour honorer ses engagements. Même par rapport aux engagements de Malabo, le Rwanda a fait de son mieux. Il est parmi les deux pays qui ont fait des efforts. Mais ce ne sont pas des efforts réguliers. Une année, c'est bon, une autre année, ce n'est pas bon, et c'est ce que nous voulons éviter. Mais par rapport aux autres pays, le Rwanda fait beaucoup. Et nous voulons que cette fois-ci, les engagements pris soient respectés par tous les pays africains. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout, portez-vous bien.